Station Halle de la Paillade. Comme tous les mardis, je me rends à l'école Heidelberg. J'ai rendez-vous avec la classe de CM2 de Pierre Réguès pour un atelier de philosophie. Nous réfléchissons sur la question de la justice et de la vengeance, sur le respect, le pouvoir. Si la philosophie permet de problématiser, conceptualiser, argumenter, le théâtre, il me semble, permet de rajouter cette quatrième dimension à la pensée, celle de l'interprétation. Nous parlons de mise en scène, de dramaturgie. Nous apprenons à formuler nos idées, à les mettre en mots, ça c'est la philosophie, mais aussi à les mettre en corps et à les mettre en bouche, ça c'est le théâtre. Le premier, le dernier. La droite, la gauche. La droite, la gauche. C'est le micro. Est-ce qu'ils vont nous voir à la caméra? Non, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra, il n'y a qu'un micro. On va pas voir notre visage. Voilà. Philippe Barbera, directeur de l'école Heidelberg. Qu'est-ce qui fait que tu as accepté ce projet ? Je suis curieux et puis j'étais certain que ce projet, on arriverait à le mener contre vents et marées. C'est-à-dire malgré Covid, malgré l'administration qui peut-être allait dire c'est compliqué. Je savais qu'il y avait plein d'embûches possibles, mais qu'on allait quand même faire quelque chose d'intéressant. Je me dis que dès qu'on peut faire des ateliers philo, il faut essayer d'en faire. Qu'on soit fort, qu'on soit pas fort, peu importe. Je pense qu'il y a toujours des petites choses intéressantes pour les élèves et pour nous. Je pense que c'est toujours intéressant. Et qu'une fois qu'on l'a fait, on se dit que c'était inimaginable de ne pas le faire. Parce que ça nous fait grandir un petit peu. Prologue. Allez, on refait. Prologue. C'est l'histoire de grand Jo, Marius et Fatia. C'est le premier jour de la rentrée de classe, Marius rentre en 6e. Marius était plutôt moyen de taille. Il avait de beaux yeux marrons et il avait toujours un épi sur la tête. Il avait un peu peur de cette rentrée. Cette année, en 6e, il fait partie des plus petits. Il ne connaissait pas grand monde dans sa classe. En effet, il n'avait pas été nombreux à choisir allemand LV1. Mais il était en classe avec Fatia. Ils se connaissaient depuis l'enfance. Leurs deux familles étaient voisines et amies. Ils s'entendaient bien avec elles. Ils étaient dans la même classe depuis plusieurs années et avaient suivi l'atelier de philosophie. C'est quoi pour vous la philosophie ? Philosophie, en grec, ça veut dire amour de la sagesse. Et en fait, c'est quelque chose qui permet en fait de tout, au lieu de tout rassembler et de dire que ça c'est comme ça et ça c'est comme ça, on rassemble tout et on met une logique à toutes ces choses qu'on pense. On rajoute une logique à tout ce qu'on pense. Bon, la philosophie, effectivement, c'est être... Non, c'est pas être, ça demande à être logique, mais c'est pas que ça. Et c'est quoi cette histoire des 3 filtres dont tu parlais l'autre jour ? En fait, c'était une personne qui venait voir Socrate et qui voulait lui raconter quelque chose au sujet d'un de ses amis. Donc Socrate, il allait lui dire, le monsieur, et après Socrate, il lui a dit « Attends, on va faire passer de ce que tu veux me dire par les 3 filtres. D'abord, le premier filtre, c'est le filtre. C'est ce que tu vas me dire, est-ce que ça va m'être utile? Il lui a dit non, pas trop, ce n'est pas trop utile. Puis après, il lui a fait donner le deuxième filtre. C'est est-ce que ça sera bien ou alors ça sera méchant? Il lui a dit ça sera méchant, c'est pas quelque chose au sujet de ton ami, c'est méchant. Après, il a fait passer le troisième filtre. Le troisième filtre, c'est le filtre. C'est est-ce que tu as bien vérifié que ce que tu veux me dire, ce que tu viens pour me dire, est-ce que c'est vrai ou pas? Il lui a dit non, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il lui a dit pourquoi veux-tu me dire? Pourquoi veux-tu me dire quelque chose au sujet de mon ami si tu ne sais même pas si c'est utile pour moi, si c'est bien pour moi et si c'est vrai. Si c'est vrai. Et donc du coup, l'ami, le disciple de Socrate, qu'est-ce qu'il a fait?
Ben, c'est qu'il est parti, il est parti vérifier si les 3 filtres étaient vrais, si c'était utile et si c'était méchant ou bien. Et ouais, du coup, il n'a pas dit ce qu'il avait à dire. Vous la connaissez, vous, cette histoire? Socrate, c'est un philosophe de l'Antiquité grecque. Et c'est son disciple qui vient lui dire « Il y a quelqu'un qui dit être ton ami et qui a dit du mal de toi. » Et c'est là où Socrate, effectivement, pose ces 3 questions. Est-ce que tu es sûr que ce que tu vas me dire est vrai? Non. Est-ce que ce que tu vas me dire va me faire du bien? Est-ce que c'est chouette à entendre? Bah non. Est-ce que ça va m'être utile? Est-ce que ça va changer ma vie? Non. Bon, bah alors tais-toi. Quoi? Ça veut dire retourne chez toi et pense à autre chose qu'à ça. Et ça veut dire que parler, dire quelque chose, et c'est là où ça rejoint la philosophie, c'est pas dire tout et n'importe quoi. On prend la parole et on fait quelque chose d'important. Enfin, d'important. On a le droit de se tromper, mais on essaye en tout cas de construire. Et donc, il faut que cette parole, c'est un acte. Il faut donc bien faire. Essayer de bien dire. En tout cas, essayer d'être pertinent. Après, par contre, on parle pour apprendre à l'être pertinent. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on parle, on réfléchit. Si on ne parle pas, si on ne se met pas à parler, on ne réfléchit pas de la même façon dans sa tête qu'en parlant. Donc c'est pour ça que c'est important de parler. Mais c'est important de prendre la parole pour essayer de dire quelque chose de logique. Qu'est-ce que la philosophie? Philosophie, étymologiquement, ça veut dire amour de la sagesse. La philosophie nous apprend à mettre de l'ordre dans la pensée pour pouvoir mieux vivre. Elle nous invite à être attentifs au monde qui nous entoure. Pour la philosophie, la curiosité est une très belle qualité. Elle est rigoureuse parce qu'elle nous dit qu'il faut toujours justifier ce que l'on dit. Il faut argumenter. Bien sûr, penser ne résout pas tous les problèmes. Et il faut être humble pour apprendre à dire « je ne sais pas ». C'est signe d'intelligence. Par contre, sans penser, on n'a que des problèmes. Alors penser, c'est déjà énorme. La philosophie pose des questions à partir de toutes nos affirmations. Mais en philosophie, on ne commence pas par la question. On commence par l'analyse. On regarde attentivement ce que l'on souhaite mieux comprendre et on fait un effort pour le décrire. La philosophie est une façon de penser, ce qui veut dire que je peux faire de la philosophie tout le temps et à partir de tous les sujets. Cette chaise que je regarde, l'amour, la mort, la justice, etc. Parfois, on dit qu'en philosophie, il n'y a pas de vrai ou de faux. Ce n'est pas tout à fait vrai de dire ça comme ça, quoique ça ne soit pas totalement faux non plus. La philosophie demande que la démonstration soit rigoureuse, rationnelle. Ça, on l'a déjà dit. Mais la philosophie regarde aussi, toujours, ce que la personne veut dire, ce qu'elle cherche à dire, et pourquoi, parfois, c'est difficile de dire. Elle aime tout ce qui permet de participer à l'intelligence du monde, y compris dans la difficulté à le nommer. Elle se demande alors, est-ce qu'il manque des mots? Est-ce que je ne les connais pas encore? Est-ce que c'est clair dans ma tête? Sinon, pourquoi n'est-ce pas clair? Est-ce que c'est clair dans la tête des autres? La philosophie me demande de prendre du temps pour moi, pour ma pensée et pour le monde que je contemple. Elle me demande d'être curieux, curieuse, inventif, inventive et surtout, elle me demande d'aimer le monde que je cherche à comprendre, même s'il n'est pas parfait. Scène 1, scène de la rumeur. Il paraît qu'il y a un troisième qui porte de la moustache. C'est pas de la moustache, c'est du duvet. C'est pareil. Il paraît qu'il est très grand. Très très grand. Il paraît que si tu le regardes dans la moustache, il te frappe. Non, il paraît qu'il vomit dans ton sac. Ne le regarde pas dans la moustache. C'est peut-être pas vrai tout ça, Marius. C'est peut-être une rumeur. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, Fatiha. Est-ce qu'il faut croire la rumeur? Je ne sais pas. Scène 2, scène de l'agression. Pendant la récré, Marius décide d'aller remettre un peu de jet dans ses cheveux. Sur le trajet dans le couloir, il croise un garçon grand habillé comme ça. Donc là, on voit le dessin. Tu peux raconter ton dessin? Il est en noir, avec un bas, avec des flammes. Et le haut, enfin la veste, derrière, il y a un... C'est une veste en cuir, à l'arrière où il y a un dragon. Faut-il se fier aux apparences?
Oui. Non. Bien sûr que non. Non. Bien sûr que non. 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 Peut-être, au lieu de mettre non, je vais mettre peut-être. Ça veut dire quoi, Sophie, aux apparences, en fait? Les apparences, ça veut dire... c'est, tu vois une personne physiquement, mais c'est peut-être... Elle est méchante physiquement, mais en fait, elle n'est pas méchante. Enfin, c'est aux apparences. Je crois qu'elle est méchante, mais en fait, non. Peut-être qu'elle est méchante physiquement, mais mentalement, elle est gentille et tout. Elle peut être sympa avec toi. Par exemple, elle peut être, par exemple, avec ses frères et sœurs méchants. Et avec toi, elle peut être gentille. C'est que si un suffit aux apparences, tu peux voir par exemple quelqu'un qui a des habits qui est mal habillé, ou alors qui est bien habillé. Donc je te dis, celui qui est bien habillé, il est gentil, celui qui est mal habillé, ben, il est pas gentil. Alors qu'au fond, peut-être que celui qui est bien habillé, ben, il est méchant. Et celui qui est pas bien habillé, ben, c'est lui le gentil. Ça veut dire quoi, bien habillé ou mal habillé? Par exemple quelqu'un qui porte des habits avec des pointes. Celui-là, il est mal habillé? C'est aussi par exemple des t-shirts avec des trous, des trucs comme ça. Donc je te dis, il est pas gentil. Alors peut-être c'est juste parce que ses parents ils l'obligent, ou alors c'est ce qu'il aime, mais au fond il est gentil. C'est comme si portait une veste en cuir à l'arrière avec un serpent et il avait une teinture rouge. Tu dirais que lui, il est méchant. Enfin, il a l'air méchant, mais au fond de lui, il est vraiment gentil. Et la question, c'est faut-il se fier aux apparences? C'est pas uniquement les gens sont-ils gentils ou méchants. En gros, si tu vois quelqu'un habillé comme Grand Jo, donc avec la veste en cuir noir, avec derrière le serpent, etc. Indépendamment de gentil méchant, est-ce que tu te dis quand même quelque chose, qu'il essaye de te communiquer quelque chose avec son habit? Ses émotions. C'est aussi de communiquer ses émotions. C'est que par exemple, il aime ça, il va le mettre pour être joyeux, ou alors parce qu'il est fâché. Il essaye de communiquer ses émotions à travers des habits, Grand Jo. C'est comme si, par exemple, il portait du rose, on va dire. Ben, il veut montrer de la joie. Et quand il porte du noir, il veut montrer de la tristesse, de la colère. Ben non, c'est pas parce qu'il porte des trucs roses, de couleur claire. C'est pas parce qu'il porte des habits de couleur claire qu'il veut montrer de la joie. C'est pas parce qu'il montre des couleurs sombres, des habits avec des couleurs sombres qui montre de la tristesse, de la colère. Peut-être qu'il met ça, mais c'est lui qui veut mettre ça, il aime bien ce style. C'est que par exemple, il pourrait s'habiller dans toutes les couleurs, dans toutes les couleurs qu'il veut. Peut-être que ce que dit Mohamed Amin est vrai, que peut-être il ne veut pas nous communiquer des émotions, mais si on met les deux ensemble, ça colle vraiment. Donc il veut nous montrer des émotions, mais en même temps il veut les cacher. Donc il peut par exemple décider de s'habiller en noir pour faire le rebelle, alors qu'en fait il n'est pas rebelle, c'est ça? Oui. Non, mais c'est parce que s'il est habillé, par exemple, en serpent avec, comme je dis avant, ben, ça veut dire qu'il est, il est colère, il est en colère, il est triste, un truc comme ça. Ben non. C'est pas parce qu'il met ça qu'il est forcément en colère et tout. Peut-être c'est lui, il veut mettre ça, il aime bien, c'est son style. Vas-y, s'il porte, par exemple, une coupe de cheveux... pas comme ça la Doualid, mais genre comme ça, la pointue. Mais c'est lui qui veut. Tu vas dire qu'il est heureux. Une crête, s'il porte une crête. Bah oui, il a envie, il fait ce qu'il veut. Bah oui. Avec une pointe rouge. Donc par exemple, la question c'est si vous voyez quelqu'un, on va pas forcément parler Grand Jo, mais quelqu'un qui a un habit, les treillis, vous avez parlé beaucoup de ça dans les costumes, un treillis, une crête, avec les pointes rouges et des piercings partout sur le visage, est-ce que vous avez l'impression qu'il est sympa, pas sympa? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est joyeux, pas joyeux? Ou est-ce que vous vous dites, j'ai aucune impression? En vrai, quand tu le regardes, t'as peur de lui. Ou peut-être au fond de lui, il est gentil. Mais aussi, peut-être tu vois comme ça, tu vois comme ça à l'air méchant. Après, tu te dis, ouais, c'est bon, il est gentil, je dois aller le voir. Mais peut-être qu'en fait, il est méchant, en fait. Et c'est aussi,
c'est que tu peux voir quelqu'un qui est méchant, mais sauf que ce que vous voulez depuis tout à l'heure, c'est que vous faites sur deux choses. Sauf que peut-être en fait, ces deux choses, si on les met ensemble, ça passe bien. C'est il veut montrer des émotions, mais sauf que ces émotions, il essaie de les cacher. En mettant par exemple, il met des habits noirs, peut-être qu'il est joyeux et qu'il essaie de mettre des habits noirs pour cacher ses émotions. C'est aussi ça qu'on peut voir dans ses vêtements. Ben, on peut dire que peut-être que cette personne n'a pas beaucoup d'amis, qu'il a des mauvaises notes, mais au fond, c'est une bonne personne. On peut facilement passer de bons moments avec lui. Et aussi... Donc si tu vois quelqu'un qui a une crête rouge, tu te dis qu'il n'a pas beaucoup d'amis et tu te dis qu'il n'a pas de bonnes notes. Donc tu te fies un peu aux apparences. Non, pas une crête rouge, mais sûrement si une personne à l'école se fait par exemple maltraiter par tout le monde, ben moi je lui dirais viens, on partage un petit peu au quoi on joue. Ben au lieu de lui dire ouais toi t'es méchant, je t'aime pas ou quoi, ben moi j'irais plutôt lui dire viens on joue ensemble ou à quelque chose ou un truc du genre quoi. Mais sauf que tu pourrais peut-être que tu pourrais pas aimer son style. Peut-être que par exemple peut-être il pourrait s'habiller avec que des persils et il se fait maltraiter parce que personne n'aime son style et peut-être toi tu parles maintenant, mais que si dans la vraie vie t'aurais vu quelqu'un pareil, peut-être que tes émotions auraient changé et que ton attitude aurait changé par rapport à ce que tu veux dire. Bon, il y a une différence entre se fier aux apparences ou en tout cas imaginer que les habits ou le style, ça raconte quelque chose, et juger selon les apparences. Pouvez-vous dire, par exemple, quelqu'un qui arrive habillé comme ça, peut-être qu'il essaye un peu de faire le fort, peut-être qu'il n'a pas beaucoup d'amis, mais c'est pas parce que vous vous fiez ou que vous avez l'impression que ça raconte quelque chose que vous jugez la personne gentille ou méchante, c'est ça? C'est ça que vous essayez de dire? Oui. Oui. Peut-être pas, c'est vrai que peut-être c'est son style. Oui, mais c'est aussi en fait, par exemple, tu dis que tu aurais fait ça, alors que si dans la vraie vie, tu aurais vu une personne avec des persils et que tu n'aimes pas du tout ce style, et peut-être que tu aurais changé d'attitude et d'émotion envers lui. Tu aurais peut-être plutôt de la colère parce que tu n'aimes pas son style. En fait, tu es dégoûté. Peut-être que tu pourrais changer d'attitude. Ben non, c'est son style, c'est lui qui décide. C'est pas. Genre, moi, je vais te dire, c'est moi qui vais choisir tes habits. Ah, si tu voyais un garçon arriver avec une jupe rose, tu rigolerais ou pas? Ben non. Ben oui. Ben oui. Ça fait bizarre de voir un garçon avec une jupe. Avec une jupe rose. Mais pourquoi on pourrait dire bah il fait ce qu'il veut, c'est son style, non? Il va rigoler, lui. Ça dépend de la personne. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous distinguez se fier aux apparences. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Vous avez fait la différence entre ça communique quelque chose et encore. C'est pas parce que ça communique quelque chose que cette chose est vraie. Ça, oui, on peut le prendre en compte, mais juger, par contre, ça, on ne peut pas le faire. Et du coup, vous avez plutôt été chouette, vous avez posé des chouettes distinctions là. C'est un beau débat. Merci à vous. Merci. Faut-il se fier aux apparences? J'aurais tendance à répondre que non, parce que l'on m'a toujours appris que ce n'était pas très bien ou pas très gentil de juger quelqu'un sur son physique. Pourtant, je vois bien que certaines personnes ont l'air sympas, que j'aurais envie de les rencontrer, et que d'autres personnes ne m'inspirent pas confiance. Donc, il faut bien avouer que je me fie un peu aux apparences. Bien sûr, je prends le risque de me tromper, ça je le sais. Alors je lutte un peu contre moi-même, car je ne veux pas commettre d'actions mauvaises, me fier aux apparences, et je finis par dire, si la personne a l'air sympa, je dois me méfier d'elle. Et si elle a l'air pas sympa, alors je dois me dire qu'elle l'est. Mais faisant cela, il faut bien avouer que je me fie encore aux apparences. Et oui, puisque je construis mon jugement sur ce que je vois, même si je le prends à rebrousse-poil. Dès lors que je reste sur la surface des apparences, je ne peux jamais réellement savoir, et il faut que je puisse aller vérifier. La seule chose que je pourrais vérifier, par contre, c'est si la personne est sympa avec moi, et pas si la personne est sympa tout court. Bon, je ne suis pas obligée d'aller vérifier, mais si je ne vérifie pas, je n'affirme pas, c'est la règle. Il faut quand même préciser de quel signe on parle quand on parle d'apparence.
Le signe, c'est quelque chose que je perçois et qui semble me raconter quelque chose. Étudier le fonctionnement des signes, ça s'appelle la sémiotique. Il y a des choses que je perçois, comme le genre de la personne ou sa couleur de peau, sa taille, la forme de son nez ou la couleur de ses yeux, et qui ne sont pas des signes, car elles ne me disent rien sur ce qu'est la personne, sur ses goûts, son comportement, sur ce qu'elle pense. Il y a des choses que je perçois par contre, et qui sont des signes, car elles sont le résultat d'un choix de la personne. Le choix des vêtements, parfois, certaines attitudes également. Il se peut bien sûr que la personne qui arbore ces signes ne maîtrise pas trop ce qu'ils veulent dire. Néanmoins, ces signes sont un peu comme des messages. Si je bombe le torse, j'envoie un message à tous ceux qui me regardent, qui pourrait se traduire par « Hé, regardez, moi je suis fort ». Mais est-ce que le message dit toujours vrai? Pas forcément, car il faut bien avouer que parfois, on fait le fort parce qu'on croit ne pas l'être, parce qu'on voudrait l'être, parce qu'on voudrait que les autres le croient. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a un peu peur en fait. Peur de ne pas être accepté par les autres, peur de ne pas être respecté par les autres, parce qu'on manque de confiance dans les autres et que l'on manque de confiance en soi, ça va ensemble. On sait alors ce que la personne veut dire, je suis fort, et ce que cela pourrait finalement dire sans le vouloir, j'ai peur. Oui, mais ce grand-là, il est vraiment très très grand. Il doit au moins être en 3e. On dirait même qu'il a de la moustache. Scène 3, scène du traumatisme. Je suis abasourdi, je ne comprends pas, juste comme assommé. Tout au long de la journée, petit à petit, je commence à comprendre. Jusqu'à ce que ça y est, je comprends vraiment que de la tristesse, de la honte, de la colère, me vient cette conscience aiguë qui pourrait se résumer en une seule phrase. C'est vraiment pas juste. J'aurais voulu me cacher, ne pas exister. Oh, et puis non, j'aimerais plutôt que Grandjo ait mal. J'aimerais avoir des pouvoirs magiques pour lui vomir dans la bouche, les yeux et lui dire « Alors, je crois toujours que c'est toi le plus fort ?» Ensuite, j'ai obligé à avaler ce que je viens de lui vomir dans la bouche, puis à dire pardon. Et lorsqu'il me le dira en pleurant, je lui dirai c'est trop tard. Toute sa vie, j'irai vomir dans sa boîte aux lettres sur son oreiller pour que jamais n'oublie ce qu'il m'a fait en ce jour. Je voudrais cacher sa vie. Bref, je vois rouge. Je suis vert de rage. Je suis dans une colère noire. Je passe par toutes les couleurs les plus sombres d'arc-en-ciel. Comme toute personne malheureuse, je fais d'ailleurs. Tu as pensé à haute voix, Marius, tu as envie de te venger. Mais je crois que la justice, c'est mieux que la vengeance. La différence entre la vengeance et la justice. La différence, c'est que la vengeance, si tu te venges, tu fais quelque chose à quelqu'un, lui, il va te rendre encore plus pire. Après, ça va jamais s'arrêter. Mais la justice, après un moment, ça va s'arrêter. Ça va pas continuer comme la vengeance. Tu vois par exemple, la vengeance, ça va toujours se terminer mal. Par exemple, une bagarre où chacun ramène sa bombe. Ou soit on prend l'option justice. Là, ça peut se terminer bien. On peut parler entre les deux familles et ça se termine bien. Les deux peuvent devenir copains. Tu peux parler à quelqu'un de confiance comme un membre de ta famille, que tu fais confiance à lui. La justice, c'est mieux parce que tu peux... la justice, ça se règle vite. Parfois, on a peur d'utiliser la justice parce qu'il te menace. Mais les menaces, ça sert à rien parce que c'est lui qui va se prendre au piège, en fait. Et après, il pourra plus rien te faire. Et que la vengeance, c'est je te tape, je te fais encore et je te tape plus. Tu me fais un coup de pied, moi, je te mets une claque. Il y a aussi d'autres genres. C'est... toi, tu me tapes, après moi, je te rends le coup. Enfin, pareil. Par exemple, tu es avec ton pote et il t'insulte, et toi, tu le rends insulté alors qu'à tout moment, au lieu de l'insulter, tu avais une professeure à côté de toi. Vous voulez aller la voir, c'est elle qui prenait tout. Mais à la fin, c'est toi le futur dans l'histoire. Du coup... tu prends de plus cher. C'est aussi
c'est qu'en fait aussi, c'est qu'en fait, par exemple, il y a quelqu'un, il vient, il t'insulte, après tu le réinsultes, sauf que lui, au lieu de juste te réinsulter, c'est que lui, il vient, il te frappe. Donc après, tu te bats et après, tu te bats encore. Et en fait, c'est une boucle infinie qui ne s'arrêtera pas jusqu'à qu'au moins tu aies réglé le problème avec des adultes de confiance. Et quand tu le gagnes, c'est bon. La justice, c'est mieux que la vengeance. Parce que la justice, c'est presque pareil. Parce que la justice, si tu lui mets un coup de pied, si tu mets un coup de pied, tu lui remets, il va te mettre une tarte, tu vas le remettre. Après, ça va être en boucle infinie aussi. Mais est-ce que par exemple, de mettre une tarte à quelqu'un qui te met une tarte, c'est la justice? Un peu. Vous vous souvenez, on avait parlé de la loi du talion. La loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. Si tu m'insultes, je t'insulte, tu mets une claque, je te mets une claque, tu mets un coup de pied, je te mets un coup de pied. C'est de faire exactement pareil à l'autre. On avait dit que c'était pas top quand même comme justice, parce qu'effectivement, ça pourrait ne pas s'arrêter. On ne comprend pas ce qui s'est passé. On n'a pas réfléchi à la situation. Par contre, on avait dit que c'était déjà une idée de justice. Pourquoi? Parce que la réponse, c'était la même. Je ne répondais pas plus fort à ce que j'avais reçu. Ça commençait à être une idée de justice, mais ce n'est pas encore parfait comme justice, non? Je trouve pas, mais ça pourrait être... c'est mieux en tout cas que faire plus fort, être dans l'excès, ça veut dire... Tu mets une claque, moi je t'ai fait encore plus fort. C'est mieux, mais c'est mieux quand même de prévenir quelqu'un. Moi personnellement, je trouve la justice, sans faire exprès, tu fais mal à quelqu'un. Lui, pour la vengeance, il va te frapper, il va te faire pareil. Mais si c'est la justice, pour lui, il va dire, toi, par exemple, moi je frappe Salma. Salma, si elle veut se venger, elle va me frapper. Et moi, je lui dis pardon. Ça, c'est de la justice. Ouais. La justice et la vengeance, c'est presque pareil. Parce que quand tu fais la vengeance, la personne te frappe, tu la refrappes. Après, pour toi ça, c'est de la justice. Tu crois que t'as gagné. Non. Mais c'est pas parce que tu crois que c'est de la justice que c'est de la justice. Oui, mais ça ressemble. Pourquoi? C'est quoi la justice? La justice, c'est quand les choses elles se passent bien. Donc, comme s'il y avait un conflit entre des personnes et la police, elle vient arrêter le conflit. C'est qu'en fait, il y aura toujours des conflits. Mais sauf que pour arrêter les conflits, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Parce qu'on pense qu'arrêter un conflit, c'est juste c'est taper et après tout va s'arrêter. Alors qu'au fond, en fait, tu vas le taper, tu vas le battre. Et en fait, ce conflit, il va continuer jusqu'à qu'à un moment, lui, ça va continuer jusqu'à un moment, avec la vengeance, on peut tuer. Alors qu'avec la justice, jamais c'est possible. Jamais c'était possible. En fait, si quelqu'un te frappe et que tu le refrappes, à la fin, c'est de la justice. Alors que si quelqu'un te frappe, par exemple, qui t'agresse, et que tu appelles de la police, à la fin, c'est pas de la justice, c'est plutôt de la vengeance. Parce que la personne, elle t'a fait ça et toi, tu lui as fait ça. À la fin, c'est un peu de la vengeance. Alors, moi, quand je vous parle de justice et de vengeance, je ne vous parle pas toujours d'appeler la police, évidemment. Hein. Il y a la justice légale, c'est-à-dire effectivement celle où on appelle la police et où ça peut passer au tribunal, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle la justice légale. C'est ce qu'on appelle aussi le droit positif. Mais est-ce qu'il n'y a pas des droits ou des justices légales qu'on peut trouver injustes? Ça arrive des fois, on ne trouve qu'une loi n'est pas juste. Donc ça veut dire qu'on a une idée de justice qui n'est pas que celle des tribunaux. Et moi, c'est celle-là qu'on appelle le droit naturel d'ailleurs. Et moi, c'est celle-là que je vous pose comme question. Si quelqu'un, par exemple, on reprend l'exemple, t'insulte dans la cour, ici, tu vois, qu'est-ce que c'est la réponse juste? Évidemment, tu ne vas pas appeler la police pour une insulte, ça on est d'accord. Mais ça serait quoi être juste là, par exemple? Appeler un adulte.
Moi, lui rendre le gros mot, pour moi, serait tu lui rends le gros mot. Après, comme ça, au moins, si par exemple, moi, elle m'a dit, dans ma famille, on m'a dit, si quelqu'un t'insulte, et tu peux l'insulter en même temps, mais s'il te frappe, là, tu peux aussi toi le frapper. Moi, je dis tout le temps, parce qu'après, c'est tout le temps toi qui prends tout. T'attends qu'il commence pour que c'est toi qui finis. En fait, c'est que la vengeance, c'est si tu choisis la vengeance, c'est que tu vas te battre, il vient, il te frappe, tu le frappes. Il t'insulte, tu l'insultes. Après, mais si après il vient, il te frappe, lui, tu vas le frapper encore plus fort. Après, ça peut aller au meurtre. Après, un jour, ça va se finir, mais pas comme c'était prévu. Ça va se finir mal, là, oui. Mais toujours, la vengeance, par exemple, ça peut se passer une fois, et après, ça se passe une deuxième fois avec la même personne et avec la même embrouille. Après, une troisième, la quatrième, cinquième, etc., etc. Et ça s'arrête jamais, parce que, par exemple, si quelqu'un t'insulte, déjà, alors que t'as rien fait, t'as pas envie de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il lui prend, t'as pas envie déjà de te poser la question, vous avez pas envie de poser la question, pourquoi, qu'est-ce qu'il lui prend? Moi, je lui dis pourquoi tu m'insultes comme ça. Déjà, tu pourrais lui demander, même si quand ça t'arrive, tu te dis pas, la première chose qui te vient à la tête, c'est de lui dire pourquoi tu m'as frappé. Du coup, tu vas essayer de comprendre, tu vas lui demander. Lui, peut-être qui voudra pas comprendre ou quelque chose. Parce que si t'as frappé, c'est peut-être de l'amusement ou c'est quelqu'un qui lui a dit qu'apparemment il te plaisait pas. Du coup, il va dire ah oui, t'es vraiment... et à l'autre garçon, il m'a dit que t'as dit ça. Tu vas dire moi, j'ai jamais dit ça et ça et ça. Et ils pourront se réconcilier, pas dans le même moment, mais un petit peu plus tard, quoi. Parce que si on reste sans parler... parfois juste un ou deux. Parce que parfois aussi, la vengeance, il y a plusieurs cas où tu fais un jour ou deux et après ça s'arrête. Après, ça s'oublie et chacun dans son coin. Non, moi, s'il me dit un mot comme ça sans rien faire, je vais dire d'où tu me dis ça. Pourquoi il me dit ça déjà de une En fait, la justice et la vengeance, c'est un peu pareil parce que les deux, elles se terminent. Il y en a une qui se termine bien, il y en a une qui se termine mal. En fait, imaginons que tu as une histoire et que tu choisis la case vengeance. La personne, elle te tue. Tu dis non. La personne, oui, tu la tues. Et la personne, elle a quelqu'un dans la famille. Elle a au moins une soeur, cousin, un truc comme ça. Ça se trouve que quelqu'un va chercher la vengeance dans sa famille. Du coup, les gens qui disent, si vous choisissez la justice, ou par exemple la justice, tu tues quelqu'un, il est mort, tu pars en prison. Mais dès que tu vas sortir, personne t'en voudra. Tout le monde voudra te tuer, toi aussi. Après, à la fin, c'est ni la justice ni la vengeance. Si tu restes normal. À la fin, c'est la tragédie. Enfin, c'est le hasard, hein. C'est pas toi qui choisis. Si ça se trouve, tu le tues, ça se trouve, il va être dans le coma, il va survivre. Puis ça va s'arrêter et vous allez vous excuser, mais c'est rarement comme ça. Arrête, je sais. La vengeance, c'est presque pareil que la justice, vu que même la justice, c'est infini. Genre, si quelqu'un te met une tarte, tu vas pas te laisser faire, tu vas le remettre. Après, l'autre sera pareil pour toi. Oui, mais par exemple, il y a quelqu'un qui me met une tarte, admettons. Et pour me défendre, je lui en mets une. Pour l'empêcher de m'en mettre d'autres, tu vois ce que je veux dire? Pour arrêter. Ouais. C'est pas la même chose que de dire, hier, il m'a mis une tarte. Si c'est comme ça,
aujourd'hui je vais arriver et je vais lui mettre une grosse tarte. Ça serait de la vengeance. C'est pas pareil que se défendre. Parfois, c'est vrai, c'est triste, mais des fois, on est obligé de... À la fin, c'est de la vengeance dans tous les cas. Non, il y a un moment donné où si tu dois arrêter le cercle de la violence et que tu es obligé de physiquement mettre un stop, ça, c'est de la légitime défense. Si tu essayes de comprendre ce qui s'est passé, que tu veuilles que l'autre comprenne aussi, parce qu'il ne faut plus qu'il continue, tu cherches la justice. Alors, je n'ai pas dit qu'on l'obtenait toujours, la justice, malheureusement. J'aimerais qu'on l'obtienne toujours, mais ce n'est pas vrai. Ça. Mais si tu cherches la vengeance, effectivement, quelque part, tu ne comprends pas, tu vas la trouver, tu as raison, Smaïl, et et ça ne s'arrête pas. Donc, si on cherche la justice... La justice, elle peut toujours... des fois, elle ne va pas tourner comme toi tu le veux. Par exemple, la personne, elle t'a frappé, ça se trouve, elle t'a agressé, la police, ou même pas la police, quelqu'un. Ça se trouve, ils vont le laisser. Est-ce que c'est la justice, elle peut faire quelque chose. Ça se trouve, elle sera contre toi, la justice. Donc, Mais est-ce que ta tristesse, elle s'en va une fois que tu t'es vengé? Non. Donc ça n'a pas forcément servi à grand-chose de se venger. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire. Hein. La justice, ça ne veut pas dire laisser faire. Attends, tu peux couper vite. Attends, Issam et toi. Aussi. Je vais dire un truc. Smaïl. Je vais dire un truc. Attends. Quelle est la différence entre la justice et la vengeance? Je sais bien que la vengeance, cela signifie deux choses. La première, que la réponse est disproportionnée par rapport au dommage que j'ai subi. J'en fais trop quand je suis dans une colère noire, celle qui a éteint toutes les lumières de la raison. La deuxième, que je n'en sortirai jamais parce que l'on n'atteint jamais la vengeance ultime, alors que la justice, elle, peut être atteinte. La vengeance, c'est un cercle vicieux qui rend tout le monde malheureux, puisqu'on n'est jamais tranquille. On pourrait croire que la vengeance, c'est se faire justice soi-même, mais comme on ne réfléchit pas à la situation, seulement au plan que l'on fomente pour se venger, il est faux de dire qu'il s'agit de justice, fût-elle toute personnelle. Et puis la vengeance, c'est moche. De quoi a-t-on l'air quand on s'entre-déchire? Si des extraterrestres nous observaient de loin, que penseraient-ils de nous? La vengeance, c'est un état de guerre. On n'en voit pas la fin. On sait bien finalement qu'on préfère la paix, qu'on préfère vivre, qu'on préfère avancer et passer à autre chose. Pour que tout cela soit possible, il faut désirer la justice et non la vengeance. On pourrait croire que la justice, c'est comme les goûts et les couleurs, que chacun voit midi à sa porte et que certaines personnes trouveront injuste ce que d'autres trouveront juste. La justice, ce n'est pas forcément celle des tribunaux. La preuve en est que je peux trouver certaines lois injustes. Pour être juste, nous dit Kant, il faut que je traite tout le monde, y compris moi-même, comme une fin et jamais comme un moyen. La vengeance répond mais ne cherche pas à comprendre. La justice, elle, exige que je comprenne pour que ma réaction soit adaptée. Et elle voudrait bien sûr ne pas détruire l'autre, comme la vengeance le fait, mais qu'il comprenne que son comportement a été, à un moment, nuisible. Nuisible pour moi et pour l'image de l'humanité tout entière. La justice, c'est la volonté constante de rendre à chacun ce qui lui est dû, comme on aimerait qu'on nous le fasse. Être juste, c'est tout faire pour que la vie en commun soit paisible et agréable à tous, car c'est notre intérêt. J'ai des droits, c'est vrai, mais les autres aussi. La justice, c'est respecter les droits de chacun. C'est pour ça que j'ai des droits, certes, mais que j'ai aussi des devoirs. Et les autres aussi. Du coup, pratiquer la justice suppose du temps, parce qu'il faut sans cesse que je réfléchisse à la meilleure façon d'être juste. Intellectuellement, la justice, c'est bien plus riche que la vengeance. Je sais tout cela, bien sûr, mais parfois je préfère être craint que respecté. Vaut-il mieux, Fatia, être respecté ou être craint? Vaut-il mieux être craint ou être respecté? Moi, je préfère plus être respecté. Moi aussi, être craint. Ça, je sais pas. Dis non, mais tu as le droit de penser... Pourquoi vous rigolez? Hein? Non, mais j'ai changé, je suis respectée. J'ai craint, tu vas rigoler, tu vas rien faire. Être respecté. Être respecté. Ça a des raisons. Être respecté. Craint.
Et on a dit on rigole pas de ce que les gens pensent. Mais je voudrais bien savoir pourquoi tu préférais être craint. Je préfère être craint parce que si tu es respecté, il y aura des gens, peut-être ils vont venir, après ils vont te frapper. Et les autres, même s'ils sentent, alors que si tu es craint, et ça veut dire que tu peux demander aux gens et les gens ils vont le faire tout de suite. Alors que si tu es respecté, des fois des gens ils vont te dire non, désolé, j'ai pas le temps. Alors que si tu es craint, ils vont le faire direct. Donc en fait, tu veux avoir du pouvoir, c'est ça? Non, mais oui, mais... Tu veux donner des ordres aux gens et ils t'écoutent, ils t'obéissent. Au sens littéraire, pas au sens propre. Au sens littéraire, pas le pouvoir... c'est pas le pouvoir de... C'est pas le pouvoir de dire à tout le monde de faire ça. C'est juste le pouvoir au sens propre. Pas au sens propre, au sens littéraire. Littéraire, ça veut dire quoi? C'est au sens que tout le monde a peur de toi, mais pas tout le monde. Mais si t'es craint, t'es respecté en même temps. Parce que si, comme il a dit Sam, si tu leur dis de faire ça directement, ils le font, ça veut dire qu'ils comprennent ta puissance. Ça veut dire qu'ils comprennent que tu le bats. Ben, être respecté, est-ce que ça veut dire avoir du pouvoir? Ben non, oui. Non, t'as pas de pouvoir, t'as Ben pouvoir non. personne. Ben non, parce que... Si, peut te dire non. Être craint, t'as du pouvoir. Ben non, parce mais que... t'as un pouvoir différent d'avoir. Si t'es respecté, ben t'as pas de pouvoir. Enfin, t'es respecté, tout le monde te respecte, ils vont pas te frapper et tout. Mais c'est pas parce que tu leur dis de faire ça qu'ils vont le faire. C'est pas toi le boss. C'est pas parce que t'es le plus respecté que c'est toi le boss. Quand t'es craint, t'as un pouvoir, mais différent du pouvoir original, par exemple. Quand t'es... En fait, c'est différent que quand t'es craint, t'as un pouvoir assez bizarre où tout le monde t'obéit, mais si t'es respecté, personne n'a envie de t'obéir. Alors que quand t'es respecté, ils ont envie d'être amis avec toi, que quand t'as des problèmes, t'aider ou quoi. Ça va être craint, ça aussi. Et t'as des problèmes, tu vas pas toi, t'envoies les gens qui ont peur de toi. Issam, il a dit être craint, c'est oui, tu me fais ça, mais déjà, c'est être là. Il y en a, ils disent respecter, ça veut dire obéir à l'ordre qu'on te donne, et ça veut dire c'est la chef. Qu'être la chef, c'est plus être craint. Qu'être respecté, c'est avoir d'amis, et surtout être protégé. Avoir, on va dire, entre guillemets, être protégé, parce que tu as des amis, et si quelqu'un veut t'harceler ou un truc comme ça, tu auras des amis, tu auras des gens qui t'entourent. Moi, je suis pas spécialement d'accord avec Issam, parce qu'il avait dit que si, par exemple, être crainte, il t'écoute les gens. Mais après, s'ils t'écoutent, c'est pas des vrais amis, parce qu'ils ont peur de toi. C'est pour ça qu'ils le font. Moi, je trouve que... Déjà, être craint... En fait, en gros, tu dis que par rapport au pouvoir, si tu crains la personne qui va t'obéir, par exemple, parce qu'elle a peur de toi, elle va pas le faire parce que c'est un vrai ami. Par contre, si tu es respecté, elle va quand même te rendre service, mais parce qu'elle a envie de te faire plaisir, en fait, c'est ça? Par exemple, c'est comme si tu tombes, entre guillemets, dans une boue. Et si, par exemple, t'as des... Comme il a dit Sam, comme moi j'ai dit, c'est des faux amis, ils vont pas t'aider, ils vont te dire... ils vont te laisser. Alors que si c'est des vrais amis, ils vont t'aider. Si c'est être respecté, je préfère être respecté. Comme ça, si je tombe un jour dans une boue, ils vont m'aider. Alors que si être crainte, et si un jour tu tombes dans une boue et tu leur demandes de l'aide, ils vont te dire non. Parce que depuis tous ces jours-là, tu leur as dit c'était des faux amis. Comme elle a dit aussi moi au début, c'est... comment dire, tu vas être là déjà, ça sera des faux amis, et tu seras même pas ami. Que être un seul, et pour les plus petits, t'es fort et grand, du coup tu te fais respecter. Pour d'autres, par exemple, s'il se met au lycée ou un truc comme ça, il sera le plus petit. Que si, par exemple, tout le collège et tous les élèves qu'il
qui leur a menacés pour qu'ils leur amènent des trucs, et ben ils pourraient tous se réjouir. Il y aura plus les professeurs et la CPE, du coup il sera Vous connaissez Richelieu? Non. Non. Richelieu. Richelieu? Non. Ça me dit quelque chose. Richelieu, ça a été un cardinal, le cardinal de Louis XIII. Ça, vous allez l'étudier en histoire. Quand il est mort, c'était l'homme le plus puissant, le plus riche et le plus craint d'Europe. Quand il est mort, dans toute la France, tout le monde a allumé des feux de joie. Et ouais. Donc celui qui est craint, à un moment donné, quand même, c'est quand même plutôt d'être... C'est pas désagréable d'être aimé, quand même. Ils ont mangé de kebab. Mais t'allais dire autre chose avant de dire ça. En fait, c'est que respecter et craindre, c'est pas la même chose. Parce que si tu es respecté dans ta vie, tu vas la réussir, ta vie. Tu seras heureux, tu auras des vrais amis. Mais si tu crains, tu auras de faux amis. Tu seras seul toute ta vie. Donc, est-ce que tu penses que quelqu'un qui est respecté n'a pas de pouvoir? Quand tu es craint, il y a surtout les victimes qui vont t'obéir. Il y a surtout les victimes qui vont t'obéir, alors que si tu es respecté, les victimes, ils voudront que tu l'aides. Et comme toi, tu vas être sympa, et comme toi, tu es sympa, sûrement tu vas l'aider pour qu'il ne fasse plus contrôler par cette personne. Et en dehors d'un rapport de pouvoir. Parce que moi, je reviens sur le pouvoir, la question du pouvoir. Est-ce que vous avez envie de donner des ordres et que les gens vous obéissent? Est-ce que ça vous fait envie? Non, un peu quand même. Mais quand je dis des ordres, je veux pas dire par exemple... quand je dis des ordres, je veux pas dire par exemple sacrifie-toi. Je veux pas dire ça, je veux dire par exemple des ordres, par exemple ramène-moi un plateau avec du jus d'orange. Par exemple, ramène-moi le petit déjeuner dans mon lit, quoi. C'est en fait, un esclave, quoi. J'obéis à Islam. Ah non, je veux pas. Non. Mais on a tous envie de le faire, mais on peut pas le faire. Alors, si quelqu'un te respecte, il t'apporte un plateau avec un jus d'orange, c'est ça? Non, pas qui me respecte, qui me craint. Et par exemple, un roi, c'est quand il mange, il mange avec... Tu sais ce qu'on leur a fait en France au roi, hein? Ah, je vais te couper, toi. Qu'est-ce qu'on a fait en France au roi? Hein? Qu'est-ce qu'on a fait en France au roi? On l'a... On l'a guillotiné, hein? On l'a guillotiné. Ouais, comme quoi ça dure pas très longtemps, le pouvoir, hein? Oui, mais c'est pas genre un pouvoir où tu peux dire à tout le monde, par exemple, s'il y a quelqu'un qui arrive, laissez-vous tuer, et vous le tuez en même temps. Je parle pas de ça. Toi, tu parles d'un plateau de petit déjeuner au lit, quoi. Oui. Tout au lit. Non, mais, alors le petit déjeuner au lit... Si. Toi. Un jus d'orange, triple croissant, triple pain au chocolat. Pas du tout. Non, après, ça se fait pas. Non, en vrai, ça se fait pas. Oui, j'ai une envie. Oui, c'est parce que c'est le monde qui me dit oui. Non, c'est aussi ça. Mais en vrai, ça se fait pas en vrai. Vaut-il mieux être respecté ou être craint? Le respect, cela vient du fait que l'on me reconnaisse au moins deux choses. La première, c'est le droit de vivre dans la dignité parce que je suis un être humain. La deuxième, ce sont mes qualités, car j'en ai forcément. Celui qui me craint ne m'aime pas, car il ne se demande jamais où sont mes qualités. Il se demande seulement si je vais le laisser tranquille, voire lui obéir. Celui ou celle qui me craint se tait, mais ne me respecte pas, car il ou elle ne peut pas m'aimer. Avez-vous déjà aimé ce qui vous faisait peur? Aimons-nous la maladie? Aimons-nous la guerre? Aimons-nous les bourreaux? Le respect, c'est durable, et je serai pardonné et compris si je fais une erreur, car je ne serai pas soupçonné de vouloir mal faire. La crainte, elle, ne dure pas. On peut être plus fort ou plus forte que moi, on peut être plus rusé que moi, on peut être plus nombreux que moi. Bref, de quoi ne pas inspirer la crainte pendant longtemps. Bien sûr, la personne qui est respectée doit aussi savoir se défendre, mais il y a fort à parier qu'elle sera aidée,
accompagnée, soutenue, si elle devait faire face à quelqu'un qui ne sait pas ce que le respect veut dire. Celui qui veut être respecté ne se pose pas plus de questions que celles de son envie de bien faire. Celui qui veut être craint se demande toujours comment maintenir son pouvoir et, évidemment, il voudrait le maintenir par la force. Il pense tout le temps à ça. Il soupçonne tout le monde et vit dans la peur permanente, à moins qu'il soit idiot. Les rois se font renverser ou guillotiner. Alors on sait que le pouvoir par la force ne peut pas durer longtemps. Les gens aimés et respectés restent dans les mémoires bien après leur mort. On pourrait dire, d'une certaine manière, qu'ils sont plus forts que ceux qui sont craints, car ils sont plus forts que la mort elle-même. Et puis, tant qu'à vivre, c'est tellement bien de se sentir aimé. Marius ne se sentait pas bien. Le lendemain, il n'est pas allé à l'école. En fin de journée, il est passé chez Fachia et ils sont sortis marcher afin de mieux discuter. Tu dois être juste avec Ranjo, mais aussi avec toi-même, Marius. Tu ne peux pas vivre dans la peur et fuir l'école. Il faudrait que tu puisses en parler à un adulte de confiance pour qu'il puisse t'aider à trouver une solution. Scène 4, je commence à comprendre. Tandis qu'ils discutaient, Marius et Fatia perçaient Granjo en train d'aider un vieux monsieur à porter le sac de course. Merci beaucoup, mon grand. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil que toi. Granjo, gentil, mais c'est une blague. Comment peut-on être gentil et méchant en même temps? Comment peut-on être gentil et méchant en même temps? Dans cette question, ce sont les mots gentil et méchant qu'il faut avant tout interroger. Avez-vous remarqué que l'on dit être gentil ou être méchant, comme on dit être brun ou être blond? C'est comme si on n'y pouvait rien, comme si c'était comme ça et pas autrement. Dire de quelqu'un qu'il ou elle est gentil ou méchant l'enferme dans un rôle qu'il aura du mal à quitter. On pourrait dire qu'il vaudrait mieux que le gentil reste gentil, certes, mais il risque de ne jamais exprimer sa colère, de peur qu'on lui dise qu'il ou elle n'est pas gentil. Il risque de tout accepter, de peur qu'on lui dise qu'il ou elle n'est pas gentil. Dire de quelqu'un qu'il est gentil, ça pourrait ressembler à du chantage affectif. De toute façon, ce qui compte, ce n'est pas d'être gentil, c'est d'être juste. En fait, être gentil ou être méchant, ça n'existe pas vraiment. Et Fatia va vous expliquer pourquoi. Moi, je crois que l'on est toujours différent, selon que l'on soit, avec ses amis, avec ses parents, avec son instituteur, avec son petit frère ou sa petite sœur, etc. C'est difficile de dire de quelqu'un qu'il est gentil ou méchant, comme s'il était tout le temps, comme s'il avait le choix de l'être. À force de dire grand chose qui fait peur, peut-être qu'il se dit qu'il doit faire peur, et que s'il ne faisait plus peur, il pourrait disparaître. Est-ce que tu ne l'as jamais fait, toi, de dire ou de faire des bêtises parce que ça fait rire les copains? Le rire que tu entends te flatte, c'est pour ça que parfois tu continues ta bêtise. Et que tu ne sais pas t'arrêter. Tu connais cette phrase, tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est vrai, ça m'est arrivé de faire quelque chose d'un peu bête parce qu'on me flattait. Un jour, quelqu'un a dit « Marius n'a pas le vertige ». Marius n'a pas le vertige, il peut monter sur cette balustrade et comme un idiot, je l'ai fait. Peut-être que ça flatte Granjo que tout le monde ait peur de lui. C'est pour ça qu'il fait ça sans réfléchir comme moi quand je suis montée sur la balustrade. Heureusement que je ne suis pas tombée. Oui, heureusement. Scène 5, enquête de résolution. Je comprenais qu'en me comprenant, je comprenais Granjo. À moins que cela ne soit l'inverse. En le comprenant, je finissais par me comprendre. J'ai compris que Granjo se comporte différemment au collège et dans son quartier et que s'il n'aimait pas trop les gens du collège, c'est parce qu'il n'aimait pas son image dans les miroirs de leurs yeux. J'ai compris que je ne pouvais pas toujours agir seul et qu'il faudrait que je parle avec le CPE du collège ou avec mes parents. J'ai compris que je ne pouvais pas rester seule avec ma colère et ma tristesse. Il faut que je fasse quelque chose. On n'a pas la fin de la pièce. Mais il pourrait se passer encore beaucoup de choses. À votre avis, qu'est-ce que Marius va faire? Épilogue, parole au grand Joe. Chez les troisièmes, c'est cool d'être méchant ou d'en avoir l'air.
C'est vrai que je ne me rends pas toujours compte de celui qui a peur de moi ne rigole pas du tout. Ça ne l'amuse pas. Non. Être craint et être respecté, j'ai fait le mauvais choix. Être grand, c'est être responsable. Je dois faire attention aux plus petits que moi et je dois apprendre à changer pour devenir quelqu'un de bien. Je dirais plutôt pour montrer que je suis quelqu'un de bien. Si je fais des efforts, mais que les résultats ne sont pas là tout de suite. Promettez-moi de voir que je fais des efforts. Pourquoi tu as choisi le rôle de Marius? Parce que je veux participer à des activités, je veux pas être dans un coin et ne rien faire. Aussi, ça m'apprend ce que c'est la philosophie, ça m'apprend des choses. Et t'aimes bien la philosophie? Oui. C'est lequel de débat que t'as préféré? Le débat que j'ai préféré, c'est être craint, être respecté. Il est compliqué celui-là de débat. Oui. Pourquoi vous avez choisi le rôle de Marius? Parce que je voulais vivre en tant qu'un héros, quoi. C'est voir comment ça fait, c'est d'avoir beaucoup de textes et être l'héros de l'histoire. C'est de voir est-ce que ça sera dur d'apprendre ou alors ce sera la timidité qui sera dure. Je voulais être la victime. Ah, parce que Marius est une victime pour vous? Parce qu'il se fait défoncer par... Il fait deux. Il se fait Il est à dé... la 6e, donc il y a plus de chances de se faire frapper ou quoi que les autres. Par exemple, un 3e, là, s'il se fait frapper, c'est soit par un lycéen ou soit par un autre 3e. Mais si par exemple un 3e tape un 6e, ben, c'est beaucoup plus logique que ce soit une victime. Parce qu'il se fait frapper par Grand Joe. Il s'est fait vomir le sang. Il s'est fait vomir. Putain, je sais pas le français. C'est ailleurs. C'est vrai que Marius il se fait agresser, mais est-ce que c'est une victime pour autant? C'est une victime de cette agression, mais lui après il se comporte comment? Comme une victime ou est-ce qu'il se comporte comme quelqu'un qui essaye de prendre le dessus parce que justement il cherche la justice, non? Mais sauf qu'en fait, le truc, c'est comme il est en 6e, c'est que Grand Joe, c'est que lui, comme il est en 3e, c'est que lui, c'est le plus grand, il est plus fort que les autres. Donc ça veut dire que si, par exemple, tu lui obéis pas ou alors tu fais pas ce qu'il te demande, ben en fait, t'es une victime, vu que Grand Joe, il est plus grand que toi, il est plus fort que toi, il te demande ça, tu lui dis non. Et est-ce que ça vous fait peur de rentrer en 6e du coup l'an prochain? Non, pas trop. Pas trop. On va pas pour les 5e. Non. Pas trop, mais par contre, au début, quand t'es en 2, tu trouves ça normal. Mais quand t'es en 6e, ben, c'est le trac quoi qui arrive. Mais non, parce que t'es avec tes amis. Et c'est bien. Moi j'ai pas peur moi j'ai pas peur vu que les 5e ils ont juste un an de plus que moi et après avec mes potes on saute s'il y a quelque chose. Et est-ce que vous pensez que ça existe les grands Joe dans le collège où vous allez aller? Ben sûrement oui, mais ils vont pas vomir, mais non, sûrement ils vont sûrement dire des trucs méchants ou te faire du mal. Quand tu rentres en fait tu te dis je suis en CM2, je peux être plus fort que les 5e, 4e et quand tu rentres et ben tu vois que t'as peur. Et pour toi, Mohamed Amin de Marius, c'est une victime? Ben non, pour moi c'est Grand Joe la victime. Hein. Pourquoi? Parce que les gens ils disent qu'après si tu regardes la moustache, il vomit, ben lui ça lui fait de la peine. Et les gens, ils croient que les jeux c'est pour rigoler, mais en fait après ils commencent à comprendre que c'est pas pour rigoler. Donc après ils commencent à faire ce qu'on dit dans la rumeur. C'est intéressant ça, vous avez entendu? C'est de considérer que c'est Grand Joe la victime. Non, c'est pas Grand Joe. Loin de là. Je crois que Grand Joe va se faire victimiser ou quoi? Par un lycéen, oui. Ben non, c'est la victime. Et il vient et les gens ils disent il est méchant et tout, il vomit dans le sac des gens quand on regarde dans la moustache, lui ça lui fait de la peine. Ben, mais en vrai, peut-être que chez lui, si tu regardes son pyjama, il y a des licornes. À votre avis, d'accord, tant qu'on est au collège, Marius est le plus petit et Grand Joe c'est la terreur. Mais à votre avis, quand ils seront adultes tous les deux, qui c'est qui sera le plus victime? Grand Joe. Grand Joe. Ça sera un Grand Joe parce qu'il pourra
Ça sera Marius parce qu'il pourra lui donner la morale. Par exemple, s'il fait des trucs mauvais, ben Marius il pourra toujours lui dire il faut pas faire ça ou quoi. En fait, grand jour, quand tu seras grand, en fait, c'est que le truc qui est bizarre, c'est qu'en fait, il y aura des gens plus grands que lui qui connaîtront que tu regardes dans la moustache, il va venir dans ton sac. Mais en fait, grand jour, il va pas se permettre au lycée, avec des plus grands que lui, de vomir dans des sacs. Et en fait, quand tu vas attendre ça et qu'il va essayer de vomir, c'est qu'en fait, les gens, ils vont lui dire si tu fais ça, et ben, on va te frapper. C'est comme ce qu'il avait fait en 3e. Et ben, les secondes de lycée, en 3e année de lycée, et ben, c'est pareil. Les grands qui passent le bac, et ben, ils vont lui faire peur à lui, alors que lui, c'était le plus grand l'année dernière. Comme Marius. C'était le plus grand en CM2, et c'est devenu le plus petit en 6e. Grand jour, c'était le plus grand en 3e, et c'est devenu le plus petit au lycée. Peut-être qu'après Marius il va apprendre des arts martiaux comme le kung-fu, le taekwondo ou quoi, et que quand je vais l'harceler quand ils vont devenir un petit peu plus grands, il pourra se défendre. Alors pour vous, en fait, la seule chose dans l'histoire qui va se résoudre, c'est le fait que Marius puisse être plus fort physiquement, ou alors Grandjo va rencontrer des gens qui sont plus forts physiquement. Est-ce que vous n'arrivez pas à imaginer, par exemple, je sais que c'est loin pour vous, mais quand Marius aura 30 ans, peut-être qu'il aura fait les études qui lui plaisent, un métier qui lui plaît, qu'il aura une vie qui lui plaît, peut-être que Grandjo, à force d'avoir fait le caïd, eh ben, il sera coincé dans son rôle de caïd, et qu'il ne fera peut-être pas un métier qui lui plaît, peut-être il n'en fera même pas. Ou peut-être qu'il sera en prison, et pendant qu'il sera en prison, Marius il est à Paris. Ben, peut-être que Grandjo et Marius, si un jour ils deviennent amis, ben, Marius il pourra lui faire la morale parce que il dit ce que tu m'as fait au collège, ben, j'ai pas trop aimé, faut pas que tu recommences ça, sinon après les gens ils vont te le faire à toi aussi. Hein. Moi je crois que Marius, quand il aura 30 ans, il aura une plus belle vie que celle de Grandjo. Sauf si effectivement tu as raison, Grandjo il change. Peut-être parce qu'il devient ami avec Marius et qu'il écoute, ou alors parce qu'il comprend autrement, mais passer sa vie à faire peur aux gens, même si tu as raison, Mohamed Ami, c'est peut-être parce qu'il est victime, mais rester coincé là-dedans. Et rester coincé, si vous entendez vos réponses, c'est que vous avez tous parlé de vengeance. Sauf que c'est peut-être pas Marius qui se venge, c'est la vie qui se venge. Grandjo va se faire frapper, Grandjo va se faire avoir par des plus grands. Vous parlez d'une vengeance mais qui sera organisée par la vie. Et peut-être, et c'est ça qu'on a essayé de discuter toute cette année, peut-être qu'il faut de la justice. Ouais, de la justice. De la justice et de la gentillesse. Ouais, ça ferait pas de mal dans ce monde. Hein. Peut-être que Grandjo il sera maçon, et pendant que lui il sera maçon, lui il sera ingénieur et il aura une plus belle vie. Ça peut être une belle vie, maçon aussi. Si c'est le métier qu'on aime. T'as pas envie d'être maçon, t'as envie d'être quoi, toi, la scène? Maçon, tu vas arrêter au lycée. Gendarme. Et toi? Je sais pas encore. Architecte. Ahmed, le dire plus près. Mangaka. Scénariste de manga. Ouais. Ça, c'est un beau métier. En fait, je vais être militaire avec Ayoub. Moi, peut-être, je vais reprendre l'entreprise de mon père parce qu'il est charpentier. Oh, c'est un beau métier, ça, charpentier. Pourquoi vous avez choisi Grandjo? Moi, parce que le personnage m'intéressait. C'est quoi qui t'intéressait? C'est un peu d'être... Le hagard. Non, d'être le grand dans l'histoire, genre montrer l'exemple. Par exemple, montrer aux petits qui regardent ça, que voilà, dès que t'es en 3e, faut pas faire le beau. Montre l'exemple aux petits de ne pas refaire ce qu'ils font. Et est-ce que vous pensez que Grandjo, il va changer? Oui. Oui, parce que dans la fin, il a parlé de ses défauts. Pour commencer, il pourrait acheter un sac à Marius. Vas-y, Walid, t'es là, t'es muet. Quoi? Il ressent qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit, il le ressent. Et vous, l'an prochain, en 6e, vous serez plutôt un Marius ou plutôt un Grandjo?
Grand Joe quand même. Hein. Je vais pas te mentir que Grand Joe. Ouais, moi. Au début de la... si personne me cherche, je vais pas les chercher. Après, si quelqu'un commence à me frapper, je vais devenir Grand Joe. Facilement, je vais devenir Grand Joe. Je préfère être un grand Joe pour être craint. Pour que moi... Devenir Grand Joe, mais être respecté. Faire la même chose que Grand Joe, mais être respecté, c'est cool, frère. Les deux. Je te frappe. En fait, tu voudrais être respecté, mais savoir te défendre. Oui, c'est ça. Parce que après, si tu es respecté, que tout le monde te frappe, à la fin, tu n'es pas respecté ni craint. Si quelqu'un te cherche, tu dois apprendre à te contrôler. À se défendre tout en se contrôlant quand même. Et l'idée, c'est d'être respecté à l'arrivée. Au collège, après, au collège, c'est quand même ça. Marius, je pense qu'il est maltraite. Hein. Tu te montres Marius. Parce que si tu es trop gentil avec les gens au collège, je pense pas que c'est un gentil. Ils vont t'utiliser pour dire des services. Ils vont t'harceler. Des fois, ils pourront même te dire fais ça, ou sinon je te frappe, ou sinon c'est ça. Après, ils vont te dire mais en fait, je te parle pas. C'est juste Ils vont t'humilier. Ça peut même amener à la mort. Au suicide. Et aussi, je sais pas, entre Marius et Grand Joe. Moi, comme je te dis, des fois, je serais Grand Joe, Marius. Je serais les deux. Est-ce que ça te fait un peu peur de rentrer en 6e? Non, j'ai un grand frère. Alors que moi, si je serais à la place de Marius, par exemple, à tout moment, j'aurais pu ramener mon grand frère ou soit me battre. Alors que là, qu'est-ce qui est bien dans l'histoire, c'est qu'il veut résoudre ça calmement. Après, l'autre, il s'excuse. Grand Joe s'excuse. Alors que dans la vraie vie, je pense pas que c'est excusé. Pareil. Dans la vraie vie, ce serait pas excusé, tu penses? Pour moi, dans la vraie vie, à la place de Marius, soit il serait battu, ou sinon, soit il aurait allé voir le CPE, puis quand Joe l'aurait frappé, il aurait ramené son grand frère, qu'on voit que c'est notre parent et tout. Et à votre avis, quel métier il va faire Grand Joe, lui, plus tard? Quel métier il va faire Grand Joe plus tard? Soit, moi je pense qu'il va essayer de, comment ça s'appelle, psychologue. Par exemple. Grand Joe? Ouais. Non, bénévole. Psychologue. Parce que là, il a vécu un truc dans sa vie. Ça se trouve, ça va lui faire une leçon. Il va dire, moi, c'est ça mon métier, je le montre aux gens. Il y a moyen, il fait mécano. Quoi? Mécano. Mécano. Comme métier fera, un peu psychologue. Il devient pas footballeur, Grand Joe? Moi, je le sens pas dans ça. Parce que les footballeurs, je pense pas qu'ils frappent les plus petits et tout. Enfin, pas ça. Les footballeurs, je pense pas, je vois pas comme ça quand je joue au foot. Ouais, avec son style d'habit et sa manière, il fait quelque chose d'autre que jouer au foot. Et Marius, lui, il peut être footballeur? Lui, Marius, oui. Il y a sixième comme ça, il y a des grandes chances. Ouais, il y a 99 des chances. Ça veut dire qu'un footballeur, vous considérez que pour être footballeur, il faut une certaine morale quand même, pour pouvoir jouer en équipe, respecter l'adversaire? Là, je pense pas que Grand Joe il veut jouer en équipe. Il joue juste le ballon, il tire et tout. Oui, beaucoup de morale. Non, moi je pense, psychologue sur 100%, il est psychologue. Il faut pas un peu de morale pour être psychologue? Psychologue, faut avoir vécu quelque chose, je pense. Genre lui là, ce qu'il a vécu, une bonne leçon. Je sais pas, il va pas l'oublier ça. Moi si j'ai ça dans ma vie, je l'oublie jamais. Un petit qui me montre comment un truc, je vais pas l'oublier. Ça va être gravé dans sa tête. Moi je pense qu'il va faire soit psychologue, soit CPE, parce que CPE, mais il va faire pas le CPE, lui qui te ramène directement, faire le CPE gentil, lui qui parle normalement, tranquillement et tout. Celui, par exemple, qui, dès que je fais une grande bêtise, lui, il va te parler, il va pas directement te ramener chez le directeur. Je pense qu'il va faire le psychologue. Comme ça, il va te laisser des échanges jusqu'à un moment. Moi, si j'avais une vie comme lui, je tournerais la page. Moi, Moi, je dirais à ma mère, je déménage vraiment dans une autre école et je fais une nouvelle vie. Donc toi, tu déménages et tu refais une vie ailleurs? Non, quand même pas déménager, mais par exemple... changer d'école. Et sinon, genre, par exemple, m'excuser auprès de tout le monde.
Et voir Marius et lui dire que voilà, j'arrêterai de voir tous les petits qui... Ouais. Faire des excuses à tous ses amis, mais surtout Marius. Pas que surtout Marius, hein, ça se trouve que même Grandjo, il a un petit frère. Son petit frère, il vit la même chose que Marius. Parce qu'il faut qu'il dise à tout le monde, pardon. Pourquoi vous avez choisi les Fathia? Parce que ce rôle m'a beaucoup plu et c'est une bonne amie envers Marius. Elle a aidé, c'est pas elle l'a laissé tout seul dans les problèmes. Elle a aidé, elle a convaincu à aller voir la CPE, à régler les problèmes et c'est vraiment une bonne amie. Moi, j'ai choisi ce rôle parce que je trouve que Fathia, c'est une bonne amie. Que, par exemple, quand il avait son épi, elle a aidé, elle a encouragé, elle a dit c'est pas grave, ça c'est normal, c'est la nature. Et dans les problèmes, elle a aidé. Par exemple, comme elle a dit Selma, elle lui a demandé d'aller voir la CPE, d'en parler à un adulte. Elle l'a pas laissé tout seul. J'ai choisi ce rôle parce que ça m'a plu, parce que T'aimes bien le théâtre? oui, T'aimes bien dire du texte? oui. Et toi? Le rôle de Fathia, c'était bien. Moi, je voulais lire et faire du texte. Et il y avait genre le rôle de Fathia et ça m'a beaucoup plu et je l'ai choisi. Fathia, vous la trouvez intelligente? Parce que vous m'avez dit qu'elle était sympa, elle aidait toujours Marius. Est-ce que vous la trouvez intelligente? Oui. 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 Pourquoi? Parce que y a des genres d'amis qui vont te dire pourquoi tu l'as laissé faire tu vois, moi je me suis fait des nouveaux amis en 6e, viens on parle combattre et tout, ce qui est seul. Et il y a les genres d'autres amis qui vont plutôt te dire par voir la CPE, il faut en parler et ils protègent. Il y en a, et il y a un autre genre, c'est je m'en fiche, règle tes problèmes tout seul et j'espère qu'il va pas me le faire, etc. Déjà, Fathia, c'est une bonne amie parce que il y a des personnes qui, par exemple, ils vont lui dire non, débrouille-toi tout seul, moi c'est pas mes affaires, etc. Et comme Fathia, elle va l'aider, elle va lui dire non, fais ça, fais ci, au lieu de le laisser tout seul. Je trouve que Fathia, c'est une bonne amie parce que elle cherche pas à combattre, mais elle veut dire que Marius, il doit y aller voir la CPE, mais il faut pas qu'il cherche à combattre. Elle cherche à comprendre? Oui. Donc vous êtes d'accord avec elle sur la justice? Oui. 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 Donc vous préférez la justice? Oui. 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 Parce que après, si tu choisis la vengeance, la vengeance, ça ne se termine jamais. Par exemple, quand quelqu'un te frappe, après toi, si tu veux te venger, tu vas le frapper. Après, l'autre personne voudra te frapper et ça va jamais finir. Alors que si tu vas aller en parler à quelqu'un ou en parler à un adulte, etc., et ben après, il va lui parler et ça va s'arrêter. Et est-ce que vous pensez que Fathia peut être amie avec Grandjo? Oui, certainement, elle pourra devenir l'amie de Grandjo, car Grandjo, il est tout seul dans son coin. Elle pourra l'aider à s'ouvrir et pour être des bons amis eux trois. Moi, je pense d'un côté, oui, parce que il pourra aller en parler à Grandjo et ça pourrait être des bons amis. Ou sinon, d'un côté non, parce que si Marius
il ne l'aime vraiment pas et qu'elle veut vraiment rester amie avec Marius, eh ben, elle ne parle pas, il reste bien ami avec Marius. À part si Fatia va parler à Grandjo pour qu'ils soient amis, de bons amis eux trois. Ça veut dire que Fatia, elle ne peut pas être amie avec Marius et Grandjo si Marius et Grandjo sont pas amis? Non, c'est pas ça, mais d'un côté oui, d'un côté non. Pourquoi? Ben, parce qu'ils peuvent être de bons amis Grandjo et Fatia, mais d'un côté peut-être que Marius va pas aimer ça, et après c'est le choix de Fatia, c'est elle qui voudra avoir, si elle voudrait rester avec Grandjo ou Marius, parce que peut-être que Marius il voudrait vraiment pas que Fatia reste avec Grandjo. Mais ça, c'est pas Marius qui décide en fait. Oui, mais après peut-être que Grandjo, peut-être que Marius, il voudrait pas que Fatia reste avec Fatia, et après il voudrait plus être son ami, mais après c'est elle qui voit. Et si Marius faisait ça, tu serais d'accord avec lui? Non, parce que après c'est le choix de Fatia, c'est pas le choix de Marius. Bah exactement. Fatia, c'est l'ami de Marius. C'est pas la chose de Marius. C'est pas Marius qui décide à qui elle a le droit de parler ou pas, quand même. Oui, je suis pas très d'accord avec Nargis parce que Marius, il pourrait ne pas parler à Grandjo, ou il pourrait se réconcilier et chacun part de son côté. Mais Fatia, elle fait ce qu'elle veut. Certes, c'est des bonnes amies. Peut-être elle voudrait pas qu'elle se sente du mal, mais elle pourrait rester toujours meilleure amie avec Marius, mais en même temps être amie avec Grandjo. Mais si Marius il veut pas. Peut-être qu'ils peuvent être de bons amis ou de bons ennemis. Je pense que Fatia, elle va aider Grandjo avec sa difficulté de moustache. Elle va y aller voir quelqu'un qui est dans le collège qui pourrait l'aider à surmonter cette peur, cette honte. Donc Fatia, elle va épiler la moustache de Grandjo, Wassima? Alors, est-ce que le rôle de Fatia, c'est d'aller aider tout le monde? Est-ce que c'est ça le rôle de Fatia? Est-ce que le rôle de Fatia, c'est d'aller aider tout le monde? Parce qu'elle a une vie à vivre quand même, elle ne peut pas passer son temps à aider tout le monde. Non, mais au début, elle voulait aider son amie, depuis l'enfance. Je pense pas, mais en fait, elle a vraiment un bon cœur et elle aide les gens qui ont besoin, mais pas tout le monde. Elle pourrait, si elle voit quelqu'un un tout petit comme ça, elle pourrait l'amener chez la CPE ou chez quelqu'un, mais après, elle pourrait pas vraiment faire le temps à faire ça, et du coup, elle aidera encore plus son amie, mais rien d'autre que tout ça. Parce que bon, à part aider les gens, qu'est-ce qu'elle fait Fatia aussi de ses journées? Qu'est-ce qu'elle aime faire? Qu'est-ce qu'elle... Passer du temps avec sa famille. Elle aime bien faire du temps avec ses amis, avec sa famille. Elle aime bien surtout être avec son ami, faire comme tout enfant en fait, aller au parc, et c'est une nouvelle vie pour elle. Parce que 6e, c'est plus comme primaire, maternelle, jouer à trappe-trappe, etc. Eh ben, elle pourra être avec sa famille. Et quand même parfois traîner avec Marius. Et elle aime bien passer des bons temps avec sa famille, avec ses amis, rigoler, s'amuser, etc. Elle aime bien passer du temps avec Marie-Luce et aussi avec sa famille. Et peut-être elle aime faire du piano. Ah oui. Elle aime bien la musique. Elle aime bien la musique. Elle a découvert la musique au collège, parce qu'en primaire, elle n'en faisait pas comme au collège.
Du coup, elle aime bien ça. Et du coup, elle aime bien surtout la philosophie. Et le théâtre. Oui, il ne faut pas oublier le théâtre avec Marius. Et en espérant que Grandjo il va s'y mettre avec eux. Elle fera quoi comme métier plus tard, Fatia? Vous l'imaginez comment adulte? Médecine. C'est un genre de fille qui aide les gens en fait à régler leurs problèmes si elles se sentent stressées. Psychologue? Voilà, psychologue. Pianiste aussi. Et théâtrice. Comédienne? Oui. Metteuse en scène? Infirmière. Elle peut être chanteuse aussi. Et vous avez envie de faire quoi plus tard? L'avenir, il nous le dira. Non, toi, t'as envie de faire quoi? Je sais pas. Footballeuse. C'est bien ça. C'est vrai. Moi aussi. C'est vrai? Prof. C'est bien ça, excellent choix. Je sais pas. Médecine d'animaux. Vétérinaire? Oui. Je sais pas. T'as envie, tu sais pas à peu près ce dont t'as envie? Tu préférais par exemple être prof? Tu préférais être médecin, pianiste, artiste? En fait, médecin, mais avec les animaux et avec des personnes. Médecin de normal, quoi. Normal qui aide des patients. Vétérinaire. Footballeuse. Eh bien, merci beaucoup les filles. Nous avons reçu Franz Delplanck, directeur du théâtre Jean Villard, qui soutient le projet. Bonjour, qui êtes-vous précisément? Bonjour, je m'appelle Franz Delplanck et je suis directeur du théâtre Jean Villard, qui est le théâtre de la ville de Montpellier, qui se situe très près d'ici, vous le connaissez, donc vers les Halles de la Paillade. Qui vous a donné l'envie de faire philo? L'envie de faire philo, tu veux dire l'envie en fait de faire un atelier de philo ici à l'école d'Heidelberg. En fait, l'idée c'était de faire découvrir la philosophie à des enfants bien avant la terminale. Vous savez que normalement, en fait, la philosophie, ça ne s'enseigne qu'en classe de terminale, c'est-à-dire quand on a grosso modo 18 ans, juste avant le bac. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que la philosophie, c'est une amie pour la vie et qu'on doit la commencer le plus tôt possible. Et moi, j'ai des questions aussi pour vous. Est-ce que ça vous a fait plaisir de rencontrer une philosophe? Oui, ça nous a fait très plaisir parce que aussi on a fait un projet, c'était de faire une scène. Et au début, il y en avait des tout timides qui ne parlaient pas du tout. Là, ils sont presque plus timides. Elle nous a appris à nous faire confiance en soi. Tu as été présent dans notre spectacle. Est-ce qu'il t'a plu? Comment tu l'as trouvé? C'est marrant, je me suis laissé en fait emporter tout de suite par vos questions. Je vous ai regardé et puis je suis tellement content en fait de vous voir là. C'est que j'étais très très heureux en fait que vous ayez fait cet atelier et très heureux de ce que j'ai vu l'autre jour. Ça m'a énormément touché parce que j'ai senti que vous étiez très ensemble, que tout le monde était très concentré, que les enfants qui sont venus vous voir, c'est-à-dire vos collègues des autres, vos camarades des autres classes, étaient très attentifs à ce que vous disiez. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Donc tout le monde était quand même impressionné par votre travail. Et moi, j'ai été très touché par la qualité de vos idées. Vous avez su vraiment approfondir le sujet de la justice. J'ai même appris des choses, en fait, sur la justice et la vengeance. Et vos idées, en fait, étaient très originales sur la justice et la vengeance.
Et ça m'a beaucoup plu de vous entendre. Par exemple, si je vous dis, parce que vous avez posé les questions pendant le spectacle, si je vous dis finalement, vaut-il mieux la justice ou la vengeance? Vous avez toutes répondu, toutes et tous répondu à cette question de manière assez philosophique. Vous n'êtes pas dit juste, voyons, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qu'ils disent mes parents, qu'est-ce qui se dit à la télé. Vous êtes rentrés dans une analyse plus profonde ensemble. Vous vous êtes posé la question de savoir vraiment ce que c'était que la justice, ce que c'était la vengeance. Et vous avez soulevé des problèmes, en fait, qui sont plus fins. Et c'est valable surtout si on voulait, par exemple, réfléchir sur l'amour, sur la guerre, sur l'argent. Ben, on peut le faire à travers des outils philosophiques. Ou alors on peut dire ah bah oui, l'argent, ça fait pas le bonheur. On a déjà entendu ça, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin. Et la philosophie, en fait, ça vous a permis d'aller plus loin, il me semble. Oui, c'est vrai qu'auparavant, on n'a jamais pensé à se demander cette question pour la justice ou la vengeance, ou être craint ou être respecté. Toutes ces questions, on n'a jamais entendu en parler. Et maintenant, quand on nous a posé la question, on a bien pris du temps à y répondre et on a bien réfléchi dessus. Oui. Et du coup, tu as vu que dans la vie, en fait, la question de la justice, la question de la crainte et du respect, c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés, vous avez déjà été confrontés. C'est pas juste de la réflexion pour la réflexion, c'est que quand tu réfléchis à une notion comme la justice et la vengeance, bah, tu retrouves le monde de la cour de récréation, le monde des adultes, les bagarres dans la rue, tout ça est lié. Moi, je voulais juste quand même un peu préciser sur la question du texte que tu as posé, Salma. C'est vrai, Franz m'avait parlé de faire de la philosophie avec des enfants. Mais il n'y avait pas encore est-ce qu'on a une classe, est-ce qu'on a une école, c'était juste est-ce qu'on peut réfléchir ensemble, tu vois. Tout à l'heure, il disait la direction, c'est réfléchir ensemble, c'est pas donner des ordres. Et donc, on a réfléchi ensemble et on est arrivé à Heidelberg avec Franz. Là, en 2015, 15 ou 16, je ne sais pas. Et on a rencontré Philippe Barbera, le directeur, et on avait réfléchi ensemble. Et donc, les premiers ateliers de Café Philo, ils sont nés dans cette école. Et à l'époque, ce n'était pas du théâtre encore. On se mettait en cercle et on discutait comme on l'a fait en répète. Vous vous souvenez, quand on était tous en cercle, quand on faisait les italiennes et puis qu'on faisait les débats. Mais on ne théâtralisait pas. Le théâtre, c'est vrai, moi je trouve, a permis, et ça plusieurs enfants l'ont dit, quand même de pouvoir... Alors la philosophie, ça aide à exprimer ses idées, mais le théâtre, ça a aidé à les communiquer un petit peu mieux, un petit peu plus clairement. Il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi avec le théâtre, que je n'avais pas remarqué, je n'avais pas anticipé, je l'ai découvert avec vous, c'est le fait qu'on refasse les débats parce qu'on répétait la pièce. À chaque fois, le débat allait de plus en plus loin, parce que forcément, entre-temps, il y avait eu... C'est effectivement très difficile de découvrir les notions. En fait, il faudrait toujours pouvoir y revenir, parce que quand on découvre une nouvelle notion compliquée, c'est toujours des notions assez complexes, quand on découvre une nouvelle notion, on commence à réfléchir, mais on balbutie, on fait ses premiers pas comme un enfant qui apprend à marcher. Puis une fois qu'on sait marcher, on n'y revient pas. C'est un peu bêta. Alors qu'en fait, fondamentalement, c'est plus intéressant d'y revenir et de se dire, tiens, on a parlé de justice il y a un mois, entre-temps, j'ai appris un petit peu mieux à réfléchir par moi-même, est-ce que je vais y revenir? Une question, la plus bête des questions, je vous promets. Est-ce que les filles, ça philosophe mieux que les garçons? En fait, quand ils ont envie, en fait, ils perturbent. Parfois. Je savais qu'avec une question bête, on arriverait à des résultats fantastiques. Parfois, ils sont concentrés, enfin la plupart, mais il y en a, ils perturbent, mais garçons comme filles, ils peuvent très bien philosopher.
Et tu sais pourquoi, si je pose cette question? Parce que évidemment, il ne faut pas distinguer la philosophie des garçons et des filles, on est d'accord, hein. Les filles et les garçons sont parfaitement égales vis-à-vis de la philosophie. Et il n'y a pas de genre dans les idées. On commence à dire qu'il n'y a pas de genre tout court d'ailleurs. Mais pendant très longtemps, en fait, on a réservé la philosophie aux garçons. Et ne l'oubliez pas trop vite, parce qu'on est encore dans un monde où, dans pas mal d'endroits du monde, la philosophie et la politique et tout ça, c'est réservé aux garçons. Donc vous êtes des filles, donc vous devez vraiment vous emparer pleinement, fortement du monde dans lequel on vit, de ces idées. Ça, vraiment, c'est un acquis de liberté et d'humanité qu'il ne faut pas lâcher. Il faut que vous ayez très, très envie de philosopher dans votre vie. Quand on est une fille, on peut philosopher, hein? Ouais, peut-être. Non, pas peut-être, c'est sûr, on peut. Après, on n'a peut-être pas envie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas vous dire que parce que vous êtes des filles, vous ne pouvez pas réfléchir. Ça, c'est sûr. Bon, alors les garçons, est-ce qu'ils perturbent plus? Moi, mon témoignage à moi, c'est que c'est vrai que des fois, ils étaient un petit peu plus... Mais comme ils étaient moins timides, des fois, ils ont plus alimenté le débat. Est-ce que les filles sont plus timides que les garçons? Oui, c'est un oui. Et pourquoi? En fait, il y a des filles, ils sont timides, mais il y en a, en fait, ils sont pas timides. Je connais une fille qui n'est pas timide. D'accord, mais pourquoi... Toi, tu as dit, oui, les filles sont plus timides que les garçons. Pourquoi? Parce que... Mais parce que quoi? Parce que je l'ai remarqué quand on faisait du théâtre. D'accord, donc ça, tu l'as remarqué. Est-ce que tu arriverais à donner une explication à ça? À ton avis, qu'est-ce qui fait qu'une fille, les filles seraient un peu plus timides que les garçons, en règle générale, même s'il y a des exceptions? Tu as une explication? Est-ce que tu penses que si tu avais été un garçon, tu aurais été moins timide? Je sais pas. Sans aller plus loin forcément là maintenant sur le sujet, vous voyez que par exemple le sujet de la timidité, c'est aussi un sujet qui mérite qu'on réfléchisse. L'important à retenir, c'est vraiment que si on veut si on veut être libre et acteur de sa propre vie, il faut quand même vraiment réfléchir. C'est-à-dire, là vous allez grandir, vous allez arriver au collège. Quand vous allez arriver au collège, peut-être que vous allez tomber sur des gens qui vont vous dire ce qu'il faut penser. Sur ce sujet, tu dois penser comme ça et pas autrement. Mais c'est quand même à vous de décider, de vérifier ce que vous êtes prêt à penser. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Or, vous allez rencontrer beaucoup de gens dans la vie qui vous diront c'est comme ça, la vérité, moi je la connais, je suis plus grand que toi, je connais la vérité. Je suis un homme, je connais la vérité. En fait, ce qu'on a essayé de vous dire là, je pense, c'est que quand vous allez grandir, il est possible que vous rencontriez des garçons qui viennent vous dire que les filles, c'est moins bien que les garçons. Ça existe. Et en fait, et juste évidemment, non seulement il ne faut pas les croire, mais il faut même se prouver à soi-même le contraire. C'est ça qu'on essaye de dire. Alors, heureusement, tous les garçons ne vont pas vous dire ça. Certaines filles pourront vous le dire d'ailleurs. Il y a des filles ou des femmes qui peuvent vous dire, vous en tant que fille, vous devez moins travailler, vous devez faire moins d'études, tout ça. Donc que ce soit un garçon ou une fille qui vous dit ça, bien évidemment, il ne faut pas les croire. On peut vous le dire aussi en vous disant, eh mais vous êtes petit, tu n'es pas encore adulte, alors pourquoi tu réfléchis? Là c'est pareil, l'adulte qui vous dit ça, pas intéressant, il ne faut pas le croire. C'est juste ça qu'on essaye de vous dire. La philosophie, en fait, tout le monde y a droit, et dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça, bien avant la terminale d'ailleurs, c'est ce que disait Franz au début. Hein. Merci Franz d'être venu. Nous, on dit intelligent dans l'école, dans le travail, dans l'autonomie. Et c'est ce que Franz vous a dit aussi, là, quand il a dit... Et c'est pas parce qu'on est grand qu'on sait, et c'est pas parce qu'on est directeur qu'on décide de tout, et c'est ce que je disais, j'insistais sur l'autonomie. Être autonome, c'est parfois dire « ça, je ne sais pas le faire, ça, je vais demander de l'aide ». La personne qui dit « c'est bon, laisse, vas-y, je sais faire, moi, je fais tout », elle n'est pas plus autonome, elle est presque moins autonome, parce qu'elle n'arrive pas à savoir où est l'endroit de son besoin. Être autonome, c'est savoir ce que l'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire.
ce que l'on sait faire, ce que l'on ne sait pas faire, ce qu'on peut faire seul, ce qu'on ne peut pas faire seul. Être autonome, c'est savoir évaluer ça. Et ça, vous savez le faire, ça. Oui. Donc ça va. Donc vous pouvez être moins timide, prendre la parole un peu. Oui, mais il y a des garçons, en fait, ils savent des trucs et les filles ne le savent pas. Mais il y a des filles qui savent des trucs et les garçons ne le savent pas. Oui, mais ça n'a rien à voir avec filles et garçons. Mais il y a des choses, il y a des choses. Bien sûr, Ça, mais c'est ce que la je te dis. mentalité. Il y a des choses que tu sais que d'autres ne savent pas, et etc. Donc ça a à voir avec les personnes. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on vous dise, vous êtes trop jeune pour penser, vous êtes des filles, vous ne pouvez pas penser et tout, parce que c'est pas vrai. Avant, à l'époque, les filles, en fait, elles travaillaient pas. Il n'y avait que les garçons. Eh oui, C'est ça bah ouais. Ah bah c'est pour ça, maintenant, ils continuent à dire ça. C'est pour ça que c'est long de changer les idées et que je pense que c'est pour ça qu'en règle générale, les filles sont plus timides parce qu'on leur a appris. Et même si ce n'est pas directement vos parents ou directement l'école qui vous ont appris, c'est une longue histoire. Très longue. Hein, c'est une Très longue. très longue histoire. Moi, moi, tu sais, pendant longtemps, j'ai cru que j'avais pas assez de diplômes. J'avais pas encore assez fait mes preuves. J'avais pas encore assez... Je voyais les garçons qui étaient à côté, qui n'avaient pas forcément fait plus de preuves que moi, et qui ne se disaient pas la même chose que moi. Et c'est pas leur faute à eux, hein. Je suis pas en train de dire que c'est leur faute. Je dis juste, prenez conscience que la timidité, ça peut être le résultat d'une histoire. Parce qu'on n'a pas confiance en nous. Et il vous faut avoir confiance en vous. Ça ne veut pas dire être prétentieux. Vous ne devez pas dire « je suis la plus forte du monde, vas-y » et tout, parce que ça, c'est pas vrai. Mais vous devez avoir confiance en vous, dans votre capacité à apprendre et à vous déterminer et à réfléchir. Et c'est important, en fait. Et ce n'est pas qu'une histoire d'individu. Des fois, c'est aussi une histoire de ce qu'on... Des histoires que l'on porte, même quand on ne nous les a pas apprises, ces histoires. Mes parents m'ont jamais appris qu'être une fille, c'était moins bien qu'un garçon. Moi, j'ai toujours vu mes parents faire le ménage tous les deux, travailler tous les deux, tout faire tous les deux. Ils m'ont pas appris ça. Et pourtant, moi, je l'ai appris. L'histoire nous l'apprend. Tu vois ? C'est vrai, en plus, par exemple, si par exemple la plupart des crimes, un truc comme ça, des vols, c'est vrai que c'est plus des garçons que des filles. Je sais pas, mais personne se demande pourquoi c'est tout le temps des garçons. Au collège, il y a une de mes cousines, elle a déjà eu ça. En fait, elle était tranquille, elle toute seule. Et il y a une bande de garçons, ils sont venus l'entourer, ils lui ont dit si demain tu me ramènes pas de l'argent, ben, je vais te frapper. Et après, en fait, quand quelqu'un te fait ça, tu es obligé de dire tu lui dis ok, mais en fait, tu lui ramènes pas, tu dis à tes parents et après, tu ramènes en fait ton père, pas l'argent. Elle a pas tort. Elle a raison. Et tu dis voilà l'argent. Voilà l'argent, tiens mon père. Allez, voilà, allez là l'argent. Les garçons, Mais ils oui. disent beaucoup trop de mensonges pour ne pas être punis ou des choses comme ça. Non, mais et les garçons aussi nous... Ouais, voilà, ils assument pas. Et par exemple, Ils nous abaissent. c'est comme si, par exemple, un jour, il y a une petite fille, elle veut jouer au foot. Ouais. Et il y a des garçons qui lui disent oh, tu sais pas jouer au foot, et depuis ce jour-là, cette fille, elle voulait pas jouer au foot. Ça, c'est pas. Ok. Même là, ils nous le disent en récréation. Elle parle de moi. Tu parles de moi là. Tu parles... Oui, on parle bien de toi. Elle parle de moi. Ça se fait pas. Et ben tu vois, voilà, il y a des garçons, qui peuvent dire aux filles, ça c'est pas pour toi parce que tu es une fille. Le foot c'est pour les garçons. Non. Mais il y en a qui le disent. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, sur les matchs de C'est vrai que peut-être si je pars à quelqu'un dans la maternelle, une fille dans la maternelle, et je lui dis qu'est-ce que tu feras plus tard, elle dira maîtresse, parce que moi aussi quand je voulais être, quand j'étais petite, je disais je vais être maîtresse, et le foot c'est pour les garçons, plein de trucs, enfin, que maintenant je dirais, que maintenant à la récréation je pourrais jouer, etc. Eh oui, bah oui. Ben, en fait, mon père, il m'a dit dans les matchs de foot, il m'a dit, en fait, quand il a regardé le match féminin et le match masculin, et a vraiment vu une différence. Il a dit, les garçons, à chaque fois, ils font des problèmes dans les matchs, alors que les filles, en fait, elles jouent bien. Elles jouent mieux que les garçons. C'est ce que mon père m'a dit. Pour le foot féminin et pour le rugby féminin. Oui, c'est les filles les meilleures. Eh ben oui, parce qu'il me dit, moi je regarde pas trop le sport à la télé, donc ni les garçons ni les filles. Si Mais mon père qui regarde, il me dit, les filles, elles ont la niaque, elles jouent,
Et par contre, elles sont fair-play. Mais Ça, alors, c'est différent. fair-play, ça veut dire qu'elles n'essayent pas, tu sais, de louvoyer, quoi. Quand moi, je l'ai fait. il y a une faute, l'arbitre dit qu'il y a une faute, il y a une faute, elles Les essayent d'être garçons, réglo. non. Les garçons, Elle dit non, mais c'est pas nanana, il n'y a pas de faute, les gars. Cache-toi, tes cheveux. Cache-toi. Ça se lance. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'était très bien limité, je trouve ça assez bien. Pierre Régès. Qu'est-ce que vous a le plus plu quand on avait fini la pièce? Alors, ce qui m'a le plus plu, c'est de voir à quel point chaque élève avait apporté un petit peu sa pierre à l'édifice. Voilà, c'était ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça faisait vraiment travail d'équipe, en fait. Ça faisait presque troupe, comme on dit en théâtre. Voilà. Là, on voyait bien la classe et chacun avait apporté un petit peu des choses à sa manière. Alors, il y en a en jouant, et puis il y en a en participant dans l'organisation. Voilà, j'ai bien aimé que tout le monde soit très actif tout le long du travail qu'on a eu sur cette pièce de théâtre. Moi, j'en ai une de question. Qu'est-ce qui fait que tu es parti sur ce projet? Alors, je suis parti sur ce projet parce que depuis des années, je remarque que dans cette tranche d'âge-là, des élèves qui sont sur le point de passer au collège, toutes ces questions, elles sont sous-jacentes en classe, elles arrivent, mais on ne prend jamais vraiment le temps de se poser et d'y répondre avec l'appui de la philosophie. C'est parce que je ne prends pas le temps sûrement, et en fait là c'était vraiment voilà, l'occasion de bien marquer ce temps de questionnement qu'ont les élèves sur des choses voilà, qui peut-être les interrogent et où on n'a pas toujours le temps de répondre. Et le théâtre, voilà, le théâtre, je trouve qu'il permet ça aussi, de dépasser un petit peu le travail en classe, où on répond au maître. Là, il y a de l'expression, voilà, plus en classe. L'expression devient plus libre, voilà, je trouve. Toi, tu as fait régisseuse sur le projet. Et si c'était à refaire, est-ce que tu voudrais jouer dedans? Oui. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, ça a permis à chacun de dépasser un petit peu la fonction qu'il avait imaginé qu'il avait. Voilà. Parce qu'au début, on se dit, tiens, moi, je ne serai pas acteur, ou je ne serai pas, acteur ou actrice, si on peut dire ça. Voilà. Finalement, ça a donné le goût à certains. Et puis certains ont vraiment été plus loin que ce qu'ils pouvaient imaginer, je pense. Voilà. Certains élèves ont décidé de dépasser un petit peu leur zone de confort. Voilà. Et moi, ça, j'ai apprécié. Je pense que voilà, c'est le travail du théâtre en particulier permet de dépasser cette zone de confort, plus que le travail de classe. Voilà. Je pense que voilà, c'est la fameuse expression. On peut exprimer quelque chose plus facilement dans ce contexte théâtral que dans le contexte classe, qui est des fois un peu inhibant pour certains élèves. Là, voilà. Qu'est-ce qui vous a plu quand on avait fait le cercle et qu'est-ce qui vous a plu quand on avait fait le grand cercle où on faisait nos textes? Tu te souviens, à un moment donné, on a fait une italienne. On s'est mis en cercle, on a dit le texte et puis on a refait en fait les débats. Et à la fin de ça, tu as dit oh, ça marche vachement bien en cercle. Oui, voilà, oui. J'ai aimé ce côté. Parce que pour moi, dans mon esprit, le forum, c'est ça. Et là, en fait, ce cercle-là me faisait visualiser le forum. En fait, j'avais l'impression, parce que voilà, le forum, pour moi, il y a un côté antique, un côté, voilà, on est en cercle. Et je trouvais ça, oui, encore plus fort, de se regarder aussi, d'être dans quelque chose de fermé, en fait. On était encore plus fermé, et les paroles, en fait, étaient bien écoutées, bien relancées. Voilà, il y avait un côté, un côté encore plus joueur. Je sais pas, il y avait quelque chose qui se dégageait, qui s'était jamais dégagé dans ce côté, voilà, la répétition à l'italienne. Voilà, j'ai bien aimé. Oui, c'était un moment assez fort de nos répétitions lundi, mardi dernier. Est-ce que vous avez aimé discuter avec l'autre classe? J'ai préféré parce qu'en fait, on pouvait faire un peu un dialogue pendant qu'on faisait une pièce. On pouvait en fait enclencher un dialogue avec les spectateurs. Donc c'est ça qui nous a aidé à être moins timides.
Toi, si c'était à refaire, cette dimension participative, elle te semble intéressante? Ah oui, énormément. Et du coup, j'avais imaginé, quand on avait parlé du projet, vraiment ces interactions entre les élèves, enfin, ou les parents présents. Et j'ai senti de la part de l'autre classe, en fait, aussi une concentration. Et voilà, parce que finalement, quand on est spectateur, on peut se laisser distraire. Quand on sait qu'on va interagir, on est encore plus concentré. Et moi, j'ai trouvé que la classe de Christophe Couret était très très concentrée sur ce qui se passait parce qu'elle voulait tout attraper pour pouvoir réagir. Voilà, et c'est ça que j'ai bien aimé finalement, ce côté, tu n'es plus un simple spectateur. Tu es presque devenu aussi important que ceux qui sont en train de jouer. Voilà, c'est ça que j'ai aimé. Ça j'ai bien aimé. En plus des enfants du même âge qui se connaissent. Hein. Donc il y avait vraiment, voilà, pour ceux qui ont pris la parole, après pas facile que tous les enfants prennent la parole, mais en tout cas les élèves de l'autre classe qui ont pris la parole, on aurait presque pu croire qu'on avait eux aussi travaillé avec eux, et c'était pas le cas. Et pourtant les réponses étaient pertinentes. Voilà. Et cette interaction, vraiment, je trouve ça très très riche en fait, quelque part. Voilà, c'était quelque chose que j'avais pas. Voilà, quand on l'a pas vécu, on ne peut pas imaginer cette richesse d'interaction. Et là, vraiment, c'était très riche. Et si c'était à refaire, vous changeriez quoi? Bon, mis à part qu'il y a eu le Covid. Ben, je changerais la salle. Je mettrais peut-être Jean Villard et moi j'aurais changé de rôle. J'aurais pris metteur en scène pour dire c'est mieux de se mettre comme ça, comme si. Et toi? Moi, je suis assez satisfait de comment ça s'est passé parce que je trouve qu'on a mis tellement d'énergie à ce que ça se fasse que finalement, ben voilà, c'est aussi ça l'intérêt. On a trouvé des solutions, même si au début ça paraissait compliqué. Je ne peux pas regretter quelque chose en imaginant que ça aurait été mieux ailleurs. Non, je me dis, ça s'est passé comme ça parce que les conditions étaient comme ça. Mais finalement, je trouve qu'on en a tiré le meilleur. Et à la sortie, moi je vais me dire que si c'était à refaire, eh ben, on l'aurait fait comme ça et puis c'était bien. Ce qu'on a vécu, c'était tellement bien que j'imagine pas que ça aurait été encore mieux dans un autre contexte. Alors, ça aurait été différent, mais pas forcément mieux. Voilà. Je trouve qu'on s'est bien servi de ces moments d'incertitude pour en tirer une force. Voilà, moi je trouve. Bah moi aussi en fait. Et peut-être la présence des parents. Ça aurait été assez intéressant que les parents voient leurs enfants une dernière fois à l'école primaire dans un projet. Voilà, c'est un projet de grand en plus. Voilà, donc avec des questions de grand. Donc c'est peut-être que, je sais pas comment ça se serait passé s'il y avait aussi des adultes, mais peut-être qu'il y aurait eu voilà, des enfants ou des enfants qui auraient posé des questions à leurs propres parents. Ça aurait pu voilà, générer un questionnement encore plus fort et une dimension encore plus forte peut-être, des questions philosophiques qu'on s'est posées. Donc l'an prochain, vous rentrez en 6e. Oui. Qu'est-ce que vous gardez de l'école Heidelberg? Plein de souvenirs. Ben, tout ce que j'ai fait et ben, en fait tout. Ce qu'on a fait d'incroyable. Ouais, voilà. Marie, c'est quoi qu'on va écouter? Quand j'aurais fait un petit peu de montage, un petit peu de...